Prenez place, je vous en prie. Voilà pour ce troisième grand temps, quatrième même, si on considère qu'il y a eu les politiques ce matin, avec un peu moins de langue de bois. Beaucoup sont venus me le dire, et puis bien sûr Cynthia Fleury. La réflexion sur l'écologie, voilà donc ce quatrième grand temps de la mêlée en plénière, et puis tout le travail que vous menez par ailleurs dans les ateliers. En plénière donc sur ce sujet fondamental pour vous aujourd'hui, des jeunes, de l'attractivité de votre secteur, de la solidarité, du social et du médico-social. L'attractivité, en effet, pour eux, demain, l'intérêt qu'ils ont ou non à venir travailler alors qu'ils sont motivés, passionnés et généreux. On le verra dans quelques instants. Pour évoquer ce sujet, un plateau considérable ce soir, mais dont j'espère réellement que vous allez à nouveau là l'interpeller, discuter, dialoguer, l'interroger, voire les contredire, celles et ceux qui sont ici avec nous cet après-midi pour ce débat sur l'attractivité de votre secteur. Et je vous demande en particulier d'accueillir l'anthropologue Elisabeth Soulier. Madame Soulier, si vous voulez bien nous rejoindre. La jeune éducatrice Margot Vitetti. Le président de l'UNIOPS, Daniel Goldberg. Guillaume Prévost, le délégué général de Vers le Haut. Rémi Mazzocchi, directeur général de l'OPCO Santé. Et Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP. Frédéric, si vous êtes tous là, je vous fournis tout de suite des micros. Guillaume, si vous voulez bien. Margot, voilà. Elisabeth, Madame Soulier, je vous en prie. Toi, tu n'as pas de micro encore, pardon, parce que tu vas aller parler au pupitre. Voilà, vous êtes tous, toutes et tous équipés. Alors, donc, attractivité, pas de bonne discussion avec de tels personnages sans un sondage, évidemment. Au-delà de la boutade, Nexem a voulu travailler, mener la réflexion à partir d'une photographie la plus précise possible du moment, de l'opinion, avec deux interventions, outre vous-même, le think tank de Guillaume Prévost et les deux institutions que vous représentez, avec deux interventions, une en quanti-quali, si j'ose dire, et une en qualité, qui est celle du travail de l'ethnologue, de l'anthropologue. Et on va démarrer par ça, bien entendu. Alors, Frédéric, je rappelle que vous êtes le directeur général opinion de l'IFOP, donc une enquête, une étude réalisée par vos services, spécialement pour Nexem, sur l'attractivité des métiers du social, du médico-social et du sanitaire auprès des jeunes. On vous écoute, Frédéric. Merci, cher Thierry. Bonjour à tous et tous. Merci à Nexem pour son invitation. Effectivement, les principaux enseignements de ce sondage sur l'attractivité des métiers du secteur social, du médico-social et du sanitaire auprès des jeunes. Une enquête d'opinion, ce n'est pas la réalité, hein, c'est une perception du réel par ces jeunes avec quelques objectifs. D'abord, déterminer le degré de connaissance de ces jeunes, de ce secteur économique, voir l'image, les représentations, les traits d'image qui sont associés à ce secteur. Et bien sûr, c'est le titre de l'étude, mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle nous nous sommes interrogés, voir les facteurs d'attractivité et des freins à éventuellement rejoindre ce secteur. Alors, Pierre Bourdieu disait « la jeunesse n'a pas d'âge », mais on a quand même choisi une borne temporelle. On a interrogé plus de 1000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Dans mon langage électoral, ce sont, à part les mineurs, des primo-votants, mais on n'est pas sur une logique électorale aujourd'hui, ça fait du bien. Les 16-25 ans, c'est environ 4 millions de personnes. C'est un socle très important. Et donc, dans le protocole méthodologique, on a vraiment construit, avec Nexem, une mini-France de la jeunesse représentative en termes de sexe, d'âge, de profession, de région et, j'insiste, sur la catégorie d'agglomération. Les 24-25% de Français vivant en commune rurale sont représentés. Ce n'est pas que des jeunes des métropoles, qu'on voit peut-être un peu plus que les jeunes de la France périphérique. Et l'enquête a été faite à la fin de l'été. Donc on va regarder ensemble les principaux enseignements. Et d'abord, la connaissance de ces différents secteurs, de différents secteurs économiques. Et vous le voyez, hein, le fait majeur, aucun ne bénéficie d'un score de connaissances majoritaire. Le secteur de la santé arrive en tête, il devance ce secteur du tourisme. Alors le secteur de l'action sociale et du médico-social est connu par 38% des jeunes que nous avons interrogés. Ça monte presque à 50%, 48% auprès des 23-25 ans, mais globalement, quelle que soit la sous-génération, la catégorie sociale, il y a un niveau de connaissance minoritaire, même si ce secteur apparaît plus connu que celui de l'agroalimentaire ou le secteur bancaire. De la notoriété, on passe à l'image et on a
systématiquement et majoritairement des jugements positifs à l'égard de ces différents secteurs, même si une hiérarchie émerge. Le secteur du tourisme arrive en tête avec 80%, est-ce que c'est un effet de l'enquête faite cet été, qui devance le secteur automobile. Le secteur de l'action sociale et du médico-social a des scores plutôt intéressants, 2/3 de personnes qui ont une bonne image a priori de ce secteur. Ce n'est pas une image, il faut être sincère, très constituée. La part des très bonnes images n'est que de 14%, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une catégorie qui se distingue. C'est un bloc de la jeunesse qui a plutôt une bonne image de ce secteur, quasiment au même niveau que celui de la santé. Il y a, bien sûr, ça on va en parler lors de notre discussion animée par Thierry Guerrier, chez les jeunes, il y a une non-dissociation entre santé, action sociale, médico-sociale, sanitaire. Ça fait un bloc chez ces jeunes. Même le secteur bancaire a une image majoritairement positive avec 51%. Alors, quand on quitte l'image et quand on va s'intéresser aux représentations associées à ce secteur social, médico-social et sanitaire, avec une remise à niveau, on a défini auprès des jeunes ce qu'il était, clairement, on a une image ambivalente, avec des représentations d'abord plutôt négative qui relève une forme de faiblesse. Vous le voyez, il est jugé fragilisé par 80% des jeunes, notamment les mineurs, 86%, notamment pour les jeunes vivant en province. Il y a une sorte également de problème de regard social dont pâtit ce secteur. Il apparaît comme peu reconnu, peu valorisé par la société. C'est souvent l'image que renvoient les secteurs de la santé et du sanitaire, notamment chez les femmes, qui sont surreprésentées dans ce secteur, et même auprès de ceux qui voudraient exercer un métier dans ce secteur, on a ce regard social qui est partagé par 2/3. Mais il y a un grand mais, et ça va être, on va le voir, le grand point fort de ce secteur, il y a la reconnaissance de son utilité. Son utilité sociale, il est jugé, et les mots ont un sens, essentiel au bon fonctionnement de la société française, avec cette espérance de vie qui augmente, avec la part des personnes âgées qui progresse régulièrement. Il est vu comme un investissement aux 2/3 pour l'avenir de la société française, même s'il y a un doute sur son efficacité. Il est jugé par 62% des jeunes peu efficace, ayant besoin d'amélioration. Il y a vraiment l'idée que ce secteur fragilisé doit progresser dans la réalisation de ses missions. Je m'arrête juste sur peu efficace. Oui, je t'en prie. Revenez sur ce chiffre peu efficace. Combien et qui? Quelle est la question exactement, qu'on comprenne bien? Parce que là, il y a eu un point important. Oui, alors c'est vrai que c'est du quantitatif. On parlera plutôt qualitatif. Qu'est-ce que l'on met derrière ces termes d'efficacité? Est-ce que c'est le fait qu'il est associé à ce secteur de la santé qui... Il y a ce doute sur son efficacité. On sait très bien que le discours français, l'imaginaire français sur le déclin chez les jeunes comme auprès des Français, se décline sur 2 institutions, l'éducation, l'école, et la santé, l'hôpital. Et l'idée qu'il y a un retour sur investissement, les impôts ne servent pas à rendre ce secteur efficace, c'est peut-être une des hypothèses, même si c'est une minorité, mais beaucoup de jeunes, 4 sur 10, le jugent efficace et performant dans les réalisations de ses missions. La question suivante est peut-être la plus intéressante parce que là, on creuse l'image détaillée du secteur social, médico-social et sanitaire. Et vous le voyez, on a un cœur d'image qui est extrêmement contrasté. Je vais m'y arrêter. D'abord, et c'est comme cela, mais la première représentation, c'est l'idée que ce sont des métiers difficiles où les conditions de travail sont pénibles. 79%, et le chiffre le plus fort, c'est 35% qui disent que ça correspond très bien à l'image qu'ils ont. Mais au-delà de cette première représentation, qui est lourde, qui est forte, quand on voit les aspirations de la jeunesse au bien-être au travail qu'on voit dans toutes les études de l'IFOP, c'est l'idée aussi que ces métiers permettent une insertion rapide. Elles gratifient ces jeunes d'une forte employabilité. 79%, vous le voyez, permet de trouver un travail un peu partout sur le territoire français. Ça offre des métiers variés à 78%. L'idée aussi qu'il est facile d'entrer dans ces métiers quand on sait que notamment les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peut peiner à s'insérer, répond massivement. Il y a aussi une représentation que je trouve très intéressante, elle permet de trouver un travail un peu partout sur le territoire, donc cette idée de forte et de facile insertion. Il y a également, alors les termes sont peut-être forts, une dimension de puissance et de mouvement. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers dynamiques, un secteur qui recrute beaucoup, dont le poids économique, alors c'est lié bien sûr à l'allongement démographique, est très important en France, mais là où le bas blesse, et vous le voyez, quand on voit ce qui arrive en bas de tableau, la dimension d'attractivité, et j'ai envie de dire la dimension RH, ressources humaines, pêche
dans le regard des jeunes, vous le voyez, qui offrent des emplois attractifs seulement 46%. Ce n'est pas rien, 46%, mais c'est une minorité, qui attire beaucoup de jeunes, 41%, en lien avec ce regard social dont on vient de parler. Et en bas de tableau, même si c'est traditionnellement l'item pour tous les secteurs dans lesquels l'IFOP travaille, et j'ai en tête l'agroalimentaire et le secteur bancaire, qui offre un bon niveau de rémunération, c'est un problème que les dimensions RH et d'attractivité, de regard externe arrivent en bas de tableau, même si les scores ne sont pas ridicules. Deuxième partie de cette enquête, là une partie plus connaissance, de représentation à l'égard de ces métiers et notamment ces raisons d'attractivité. Alors, je passe vite sur une question qualitative, parce qu'elle est très descriptive, mais elle est intéressante. Spontanément, quand on parle des métiers du secteur médico-social, à quoi pense-t-on? On voit la force du secteur de la santé, la force du médical, infirmier, la figure de l'infirmier, de l'infirmière arrive nettement en tête, l'assistante sociale, l'aide-soignant, le médecin, le chirurgien. Ce que je note quand même qu'il y a une grande diversité des métiers, et là ça peut être un levier de communication et un levier d'attractivité pour le secteur. Quand on regarde également l'image globale des métiers du secteur social, médico-social et sanitaire, vous le voyez, on a une cote d'image, on oublie ce qui était négatif précédemment, très favorable, avec des scores presque plébiscitaires pour l'infirmière, l'infirmier et les aides-soignants, pour les psychomotriciens, pour les éducateurs spécialisés, les monitrices, les éducatrices, avec des scores qui sont encore plus forts auprès de ceux qui envisagent certainement un métier dans ce secteur. On a par exemple plus 10 points sur ergothérapeute, plus 15 points pour psychologue, quand les chiffres ont un sens. 95% des jeunes qui voudraient exercer un métier dans ce secteur ont une très bonne image, soit 95% sur psychologue. Il n'y a pas un métier. Alors je ne sais pas ce que vient faire mandataire judiciaire dans cette liste, vous me l'expliquerez, je demanderai à mes collègues. Ça fait partie des métiers, très bien, je vois ce que c'est, on a connu ça à l'IFOP, je ne les aurais pas vus dans cet univers-là, mais à culpa. Alors, les avantages. Une question aussi sur l'image que je trouve très intéressante. Est-ce que ça apparaît? Oui, ça apparaît. Les avantages qu'offre ce secteur médico-social et sanitaire par rapport à d'autres secteurs. Voilà, il y a une dimension qui émerge très fortement, c'est l'importance de l'utilité sociale. Et pour la jeunesse, on va voir la question du sens du travail, c'est un vrai atout au regard de l'importance accordée à ce sens du travail. C'est 42% des jeunes qui considèrent que, en termes d'utilité sociale, ces métiers, ce secteur, offrent de meilleures conditions que les autres. C'est assez bon pour l'épanouissement professionnel. Si on fait l'addition meilleures conditions et conditions équivalentes, on est à 60%, 65% pour l'apprentissage, la formation continue. En revanche, faisant écho à ce que je viens de vous dire sur l'image des métiers en général, on a sur des dimensions qui sont assez essentielles quand on s'intéresse aux jeunes actifs, la rémunération, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les conditions de travail. On a le sentiment à presque une personne sur deux que ces métiers offrent de moins bonnes conditions. Là, on voit très bien là où le bas blesse. On voit également les éléments d'attractivité. Alors, une question centrale, est-ce qu'on souhaite personnellement exercer un métier dans le secteur social, médico-social et sanitaire? Prenons cette question, ces réponses avec prudence. 4 jeunes sur 10 auraient l'intention d'envisager d'exercer un métier dans ce secteur. C'est bien sûr du déclaratif, c'est l'intérêt, mais la limite de toute enquête d'opinion. Quand on regarde les oui certainement, entre dire oui probablement et oui certainement, on a 15% des jeunes. Dans une logique d'extrapolation, grosso modo, ça fait presque 500 000 jeunes. Je pense que tous n'iront pas au bout, mais il y a un vivier qui est plutôt intéressant, notamment dans la population féminine. Mais si je puis dire, le gap gender qui était très fort par le passé, je trouve qu'il tend à se réduire sur ces métiers. Intéressant de voir que les non, certainement pas, on contacte des personnes, on les interroge sur un thème sur lequel ils ne s'attendaient pas, c'est la critique de Bourdieu, que je cite 2 fois pour montrer que les sondeurs ne sont pas sectaires. Ça n'est que 25% qui disent certainement pas. Donc on a quand même un potentiel intéressant, reflet de cette image certes contrastée, mais qui a des vrais atouts. Et d'ailleurs, quand on interroge les 43% qui souhaiteraient, qui pourraient exercer un métier au sein de ce secteur, on retrouve massivement la notion d'utilité, par désir d'aider les autres,
pour exercer un métier qui a du sens, le sens du travail, l'utilité à la société. Je ne vais pas citer Charles Péguy et puis la cathédrale, mais c'est vraiment devenu maintenant quelque chose d'extrêmement fort dans la jeunesse. Une enquête récente de l'IFOP montrait qu'on avait une majorité des jeunes qui acceptaient d'avoir un salaire de 20% inférieur à leur salaire si le métier était beaucoup plus intéressant que celui qu'ils exercent actuellement. De jeunes actifs. Pareil, c'est du déclaratif, mais ça veut dire qu'on est dans une période qui a changé. Il y a également la dimension de sociabilité, le contact humain et les relations interpersonnelles, la sociabilité citée par 44%. Auprès des 57% qui ne souhaiteraient pas, qui ne sont pas dans l'idée d'exercer un métier dans ce secteur, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une raison rédhibitoire. Les raisons sont beaucoup plus éclatées. Bon, d'abord, une tendance à ne pas penser ne pas avoir les qualifications, mais très clairement, le contenu de ces métiers, c'est leur force, mais ça peut être aussi un élément de faiblesse, les trouver durs ou difficiles émotionnellement. Ils sont trop difficiles, on en a parlé précédemment. Et dans ce cadre-là, la question de la rémunération joue, mais elle est moins centrale, elle est moins écrasante que l'image que l'on a eue juste avant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette enquête. Donc on va ouvrir le débat, mon cher Thierry. On voit très bien qu'il y a des potentialités extrêmement fortes. Il y a la notion d'utilité sociale, de sens de ces métiers. L'envie de les exercer n'est pas du tout nulle, loin de là, mais on connaît, à mon avis, ce matin, vous en avez parlé, des difficultés liées aux conditions de travail dans un contexte où, on ne va pas se cacher les choses, ce sont des attentes de plus en plus fortes chez les jeunes, l'ambiance, le contenu et les conditions de travail. Je vous remercie. Félicitations d'abord pour cette enquête et ce retour. Venez... cher Frédéric, venez vous asseoir ici à côté d'Elisabeth Soulier. Moi, je note quand même que vous avez annoncé qu'on pouvait faire 500 000 recrutements, si j'ai bien compris. Donc, vous voyez, c'est fini, on peut s'arrêter là. La discussion est close. Non, mais là encore, je voudrais d'abord commencer par vous présenter les oratrices et les orateurs de cette table ronde. Elisabeth Soulier, j'ai dit, vous êtes universitaire, anthropologue de formation. Vous êtes coach aujourd'hui, notamment auprès de jeunes. Vous avez publié La génération Z au rayon X, il n'y a pas très longtemps, aux éditions du CERF, il y a 4 ans, mais on y trouve beaucoup d'éléments, évidemment, de votre travail auprès des jeunes et d'études de ces nouvelles générations. Vous avez travaillé sur plusieurs terrains, comme vous dites, c'est votre expression, et des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, par exemple en Seine-Saint-Denis récemment. D'un mot, vous avez travaillé dans des collèges, c'est ça, en Seine-Saint-Denis? C'est un lycée professionnel. D'accord. Voilà, c'est auprès des jeunes qui sont dans la filière professionnelle, donc des lycéens à Aulnay-sous-Bois et qui se préparent à des métiers, alors loin de la santé, qui sont dans la maintenance des équipements industriels. Et vous avez travaillé aussi récemment en Bretagne sur un autre terrain, dites-nous. Voilà, qui était aussi au niveau des missions locales et en particulier sur un EHPAD. Ouais, c'est ça. Bon, donc des terrains très spécifiques, mais qui vous permettent d'étudier, de voir évoluer la mentalité, la culture, le comportement des nouvelles générations aujourd'hui. Margot Buttetti, je vais vous passer la parole dans un instant, mais je voulais que vous remercier d'abord au nom de Nexem d'avoir accepté, parce que, mesdames et messieurs, je vous présente une toute jeune diplômée de l'IRTS, l'Institut régional du travail social de Reims. Et qui vient d'être embauché dans France Addict, en plus, qui va s'occuper... Addiction France. Addict France, bon, je l'ai mis à l'envers. Mais bon, si je commence avec Cornet, bon, mais c'est pas moi qui ai embauché, c'est vous, donc c'est très bien, vous l'avez corrigé. Bon, et donc vous allez travailler là, vous commencez bientôt. Je prends mon poste lundi prochain. Eh ben voilà. On anticipe un peu là. Mais... Et en fait, l'idée de l'équipe de Nexem, du président Alain Raoul et des équipes qui ont préparé, c'était de donner la parole aussi précisément à un ou une jeune qui est dans le métier déjà et qui avait des choses à nous dire sur ses sentiments. Voilà, vous serez d'une certaine manière le porte-parole de la jeunesse ici. Alors, je voudrais vous présenter aussi Daniel Goldberg. Vous êtes le président de l'UNIOPS, l'Union nationale des associations et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux. Peut-être d'un mot avec votre micro, si vous voulez bien, Daniel. D'un mot, de quoi on parle, qu'est-ce que vous représentez? Rappelez-nous ce que c'est que cette institution, même si ici dans la salle tout le monde vous connaît. Ici dans la salle il n'y a que des visages amis et merci à Alain Raoul, au président Alain Raoul de m'avoir invité à participer. Une union qui existe de près de 80 ans, qui rassemble les associations qui œuvrent dans le domaine sanitaire, social et médico-social.
Rémi Mazzocchi, vous êtes directeur général, nouveau directeur général de l'OPCO Santé. Alors, vous avez dirigé longtemps l'UNEDIC. Hein, vous arrivez de l'UNEDIC, l'univers du travail, du chômage, des règles sociales, vous connaissez. Voilà, vous êtes l'homme de l'ombre de l'UNEDIC. Peut-être si c'est celui de la réforme, ça va être compliqué. Mais non, je plaisante. Mais vous êtes le directeur général aujourd'hui de l'OPCO Santé, dont on rappelle quand même si tout le monde ici travaille avec vous, là encore que des amis, ça vaut la peine de rappeler ce que c'est d'un mot que l'OPCO Santé. Merci, bonjour et merci Annexem donc pour cette invitation. Effectivement, on parlait de formation continue, l'OPCO Santé qui est récente quand même puisque ça a été créé suite à une des réformes, puisqu'on parlait des réformes de l'assurance chômage, mais on vit des vagues de réformes successives qui ont du mal à accoucher parfois. Bref, on n'est pas là pour parler de l'accouchement des différentes réformes, mais sur l'OPCO Santé, ça a regroupé l'ensemble du secteur social, sanitaire, médico-social et également le secteur de la santé, ce qui permet de couvrir à peu près les parcours professionnels de 1,3 million de salariés. Et chaque année, 650 000. Votre mission, c'est la formation. C'est la formation professionnelle, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Et point important, la moitié, c'est des financements obligatoires légaux par l'État, mais l'autre moitié, ce sont des versements conventionnels volontaires organisés par les branches professionnelles, mais par les entreprises. C'est pour dire que cette conscience d'accompagner la formation continue pour l'emploi dans le secteur est bien prise en compte par les différents acteurs. Évidemment, dans un débat sur la volonté, notamment on va le voir, hein, des jeunes de pouvoir être souples, de pouvoir être mobiles, de pouvoir évoluer tout au long de leur carrière et leur vie, vous aviez votre place parce que ça passe notamment par un outil nécessaire, indispensable, qui est la formation. Je voudrais finir mon tour en présentant Guillaume Prévost. Vous êtes, vous, le délégué général d'un think tank dédié aux jeunes et à l'éducation qui s'appelle Vers le haut, qui a été créé il y a 10 ans par les grands acteurs de l'enfance en difficulté, des enjeux sociaux de l'éducation. Et vous avez mené à la fois une observation, une analyse et une réflexion, et vous faites des propositions, on va le voir. Elisabeth Soulier, je vais commencer avec vous, parce que j'ai dit qu'il y avait deux observateurs, Quanti Cali et vous, Cali aussi, des jeunes aujourd'hui. Donc après l'étude de Frédéric Dabi, vous allez peut-être la commenter et nous dire si ça corrobore ce que vous avez vu. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on pose bien le sujet? Est-ce que la question, c'est l'attractivité? Est-ce qu'au fond, les jeunes cherchent ce qui va les attirer ou ils savent déjà ce qu'ils veulent? Enfin, comment vous abordez notre débat? Oui, je pense qu'il y a un véritable problème d'attractivité, c'est-à-dire se faire connaître. Je parlais juste avant de venir sur scène avec Margot, parce que j'aime beaucoup quand j'ai une petite Z à côté de moi de l'interviewer assez rapidement. Et Margot me disait, et tu me diras si je me trompe, si je parle mal de ce que tu m'as dit, mais elle me disait quand je rentrais dans mon poste, j'avais beaucoup de méfiance par rapport à, parce qu'il n'y a que des seniors, enfin des plus âgés qu'elle, qui travaillent donc dans ce secteur d'activité. Et donc j'avais assez de méfiance par rapport à eux. Et inversement, ils avaient beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette petite jeune qui arrivait dans son écosystème, dans cet écosystème. Et ça m'a interpellée parce qu'après, elle m'a dit, cet été, j'ai vu quelqu'un qui travaillait dans le même secteur que moi, mais dans le cadre de mes vacances. Et donc, on a beaucoup échangé ensemble et ça m'a rassurée et je l'ai rassurée. Et donc, cela, ce que ça me donne à penser, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance. En fait, mais ça marche aussi pour les différents secteurs d'activité. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il y a une méconnaissance des générations entre elles qui fait que, justement, on a peut-être du mal à savoir quand on est des générations précédentes de se dire comment on va rencontrer en fait cette génération pour lui parler de ce que l'on fait. Et à l'inverse, pour ces jeunes, de se dire mais dans quoi je vais mettre les pieds? Et en fait, je ne connais pas très bien. Donc, la notion d'attractivité, j'aime pas trop parce qu'il y a la notion de séduction, mais en fait, c'est comment raconter des histoires sur ce que l'on fait, sur les métiers, sur les fonctions, sur l'utilité, justement, des métiers que l'on propose. Alors, parlons de cette observation, du travail que vous avez fait. Et c'est là où j'en viens à la question de savoir si ça corrobore l'enquête de l'IFOP, ce que vous remarquez. Quel portrait faites-vous de ce que vous avez appelé la génération, ce qu'on appelle la génération Z? Alors, elle ne serait pas très contente si je disais qu'on fait un portrait. C'est-à-dire, elle est plurielle quand même, hein, cette génération. On ne peut pas l'assigner à résidence sur un portrait. Néanmoins, on peut essayer quand même de la comprendre, parce que parfois, on a besoin de ces généralisations pour pouvoir justement la penser aussi dans sa diversité. C'est une génération, c'est quand même la première génération numérique. C'est ça qui fait quand même il y a une forme de rupture, si vous voulez, avec les générations précédentes.
parce que dans ses représentations et dans ses imaginaires, parce qu'elle est complètement numérique. Hein. C'est la première génération qui n'a pas connu le monde d'avant et donc qui n'a pas la possibilité d'aller se dire avant, je faisais comme ça. Donc elle ne le sait que par les générations précédentes, de la manière dont on le faisait. Donc c'est une mutation considérable, ça, déjà. Oui, on peut vraiment véritablement parler de mutation anthropologique. Alors vraiment en 2 mots pour faire rapide, mais si on prend on met en articulation, si vous voulez, le médium, c'est-à-dire qui permet la transmission, la diffusion des informations, des connaissances et des savoirs avec le schéma de représentation du monde et les valeurs qui en découlent, eh bien, on s'aperçoit qu'on serait probablement la 2e rupture anthropologique, sachant que la première s'est faite au moment de l'oralité à l'écrit, 2e écrit-imprimerie, et donc la 3e imprimerie numérique. Donc c'est pour dire que la manière d'habiter le monde, hein, c'est ça, ça vient toucher à ça, à la représentation du temps, de l'espace, des espaces, la relation à soi, aux autres, au monde, à l'autorité, à la hiérarchie, au travail, eh bien, est en total changement, en tout cas à des représentations différentes. Et alors, vous nous dites que pour ça, évidemment, il faut l'intégrer, cette rupture. Parce que quand même, à chaque fois que je vous entends dire ça, je prends un choc. C'est-à-dire que c'est vraiment... il y a eu 2 révolutions anthropologiques. Vous dites que c'est la seconde quand même de l'histoire de l'humanité récente. Bon, la 3e. Bon. Vous dites que c'est une génération qui fait le pari du collectif. Oui. Et d'ailleurs, c'est un des éléments peut-être de cette mutation. Après, il faut se dire qu'on est tous, on entre tous dans cette mutation. Hein. Si cette génération Z est née dans le numérique, on peut dire qu'elle est l'homo numericus. Nous sommes tous devenus des homo numericus d'une certaine manière. Hein. Donc, on pourrait presque parler plus d'une culture numérique qui infuse en fait les sociétés, les sociétés dans leur globalité, mais cette génération a ces représentations qui ont été fascinées dans, par et avec la culture digitale. C'est ça qui fait peut-être la chose différente et qui fait qu'elle est intéressante, en fait, cette génération à observer, à analyser et à entendre. Parce qu'en fait, je crois qu'aussi, c'est une génération qui a des choses à dire, qui a l'habitude de donner son avis, ses opinions, ses points de vue sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes numériques, et qui s'attend à ce que dans la vie réelle, eh bien aussi, on lui donne la parole et qu'elle puisse faire entendre sa voix. Pour revenir sur la notion du relationnel, oui, c'est un peu lié. Si vous voulez, le lien avec le numérique est toujours très intéressant à faire. Pourquoi? C'est une génération qui est née avec les réseaux sociaux. Ce sont ces nouvelles socialités numériques qui ne sont pas évidemment que numériques puisqu'elles sont aussi symboliques, réelles, etc. Et donc, sur quoi fonctionne cette notion de communauté, de socialité? Elle repose sur une affinité commune et ça recrée du nous. C'est le fait de vouloir vivre ensemble, de faire des choses ensemble. C'est d'apprendre de nouvelles manières de travailler, de se rencontrer, de s'aimer, etc. Donc, il y a le grand retour du nous, une sortie d'une certaine manière de l'individualisme. C'est une génération qui est probablement narcissique, mais certainement pas individualiste, parce qu'elle recrée cette dynamique du nous. Elle me dit, à plusieurs, on est plus fort, et elle a besoin surtout des autres pour pouvoir exister. Alors ça s'explique juste parce qu'autrement on va dire en fait ça s'explique d'une manière assez singulière. Mes informateurs terrain me disaient mais c'est bien plus intéressant d'être une personne que d'être un individu parce qu'une personne c'est quelqu'un d'unique et c'est quelqu'un qui a confirmation de son existence par autrui, qui vit dans un schéma d'interdépendance. Or un individu, me disent-ils, un individu c'est la réification de la personne d'une certaine manière, c'est donc une ressource dans laquelle on puise et quand on n'en a plus besoin, on le jette, c'est un pion sur l'échiquier de l'entreprise ou même d'autres écosystèmes et d'organisation, pas d'écosystème justement, et qu'on déplacerait en fait en fonction de nos besoins. Donc un individu, c'est une unité numérique. Et cette génération, elle se perçoit autrement. Et ça explique beaucoup de choses, cette notion de personne. Oui. Le fait de se dire que je suis une valeur ajoutée dans le collectif, qu'en fait... une entreprise, un écosystème, sans moi, n'est pas le même, en fait. Et donc, on va faire de l'intelligence collective, on va vivre des synergies, on va créer quelque chose ensemble, de commun. Et ça, c'est une notion qui est très importante, c'est cette notion de valeur commune, en fait, qui fait le ciment d'une tribu. Je parle de tribu. Alors, vous m'avez dit, c'est une génération qui ne repose plus sur les valeurs d'ambition, de pouvoir, d'égoïsme, mais est-ce qu'elle a complètement basculé dans l'idée d'un primat de l'affect, de l'émotion, ou est-ce que c'est une vision un peu schématique?
Non, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez tous fait, je suis sûre, l'expérience de certains de ces jeunes qui disent « mais j'en ai marre qu'on me prenne la tête ». La tête, c'est le siège de la raison, en fait. Hein. Or, très souvent, ce qu'ils me disent, ces jeunes, ils me disent « mais en fait, la raison a eu raison d'essence et la rationalité a oblitéré le sens de l'existence ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis dans mes émotions. Le temps numérique, si vous voulez, qui est instantané, qui a érigé le temps de l'instantanéité, de l'immédiateté, c'est un temps réactif. Hein, il n'y a plus de durée, mais c'est un temps réactif. Je vais réagir avec mes émotions, puisque je n'ai plus le temps long de la réflexion, etc., qui me permettrait de passer par la raison, mais qui, au contraire, me fait raisonner, rentrer en résonance et donc réagir et parler donc avec mes émotions. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ce sont des likes, ce sont tous les schémas d'émo-icônes qu'elle utilise pour pouvoir communiquer. Alors, vous dites qu'il y a une volonté de faire ensemble, c'est une des données, mais tout de même, comment ça se traduit? Et puis je vais continuer mon tour, mais comment ça se traduit du point de vue du travail? Quelles nouvelles exigences il faut prendre en compte aujourd'hui de cette génération par rapport au travail en général et à ce secteur en particulier? Oui, je pense que cette génération, elle cherche, en tout cas c'est ce qu'elle me dit, elle va chercher dans le travail, dans l'entreprise, dans les écosystèmes dans lesquels elle interagit, que ça crée les conditions des interactions, que ça crée les conditions du collectif, que l'on puisse, eh bien justement, les valeurs qui sont importantes pour elle au sein de ces collectifs, qui sont l'entraide, le partage, l'échange, la bienveillance, la notion de synergie, les réciprocités élargies, c'est-à-dire pas simplement les réciprocités symétriques. Tout ça, en fait, c'est ce qu'elle va aller chercher aussi dans l'entreprise. Elle a besoin, on a bien compris, c'est une génération qui n'aime pas être seule et qui a besoin de vivre ensemble pour pouvoir être dans un corps à corps vivant d'une certaine manière, hein, pour recréer ce sentiment d'appartenance. Le phénomène même de ces nouvelles socialités, ça repose sur le besoin d'appartenance et sur la possibilité de créer des interactions. Donc, du nouveau, de l'inconnu, de la confiance aussi. Oui. Alors, ça passe par des choses très concrètes, opérationnelles, si je veux dire opératoires. Vous dites qu'il faut non plus communiquer, ils n'aiment pas ça, ils veulent qu'on dialogue avec eux. Il faut un pacte plutôt qu'un contrat, c'est-à-dire que le contrat ne suffit pas. Il y a une dimension morale, en fait, dans l'accord, et ça va plus loin encore. Vous avez cette formule, alors là, je vais vous laisser, l'expliciter, parce que je la trouve très jolie, mais je voudrais comprendre, plutôt que la loi du père, enfin bon, ça doit être le bottom-up, quoi, enfin, ouais, c'est la loi des pairs, c'est-à-dire plutôt du transversal, du dialogue, de l'égalité, au moins dans le débat. Ça veut dire quoi, votre formule-là ? Oui, c'est l'horizontalité. En fait, si on revient encore sur la notion de la culture digitale, sur cette vaste agora qu'est le digital, eh bien cette génération, elle a l'habitude depuis qu'elle est toute petite d'interagir avec n'importe qui, avec une liberté de ton et d'expression d'ailleurs absolument étonnante. Et le monde est devenu horizontal. Hein. Dans un monde devenu social, le monde est devenu aussi horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie verticale. Le numérique a enlevé la notion d'intermédiaire, l'autorité des sachants, des experts, l'autorité de fonction, en fait, ne marche plus avec cette génération. La parole du quidam vaut celle de l'expert. Je peux donner mon opinion et mon avis, et qu'est-ce qui prime? C'est l'expérience de vie. Et c'est ça qui donne autorité, c'est ça qui crée le pacte aussi d'une certaine manière. Et quand Margot me disait, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé de ce que c'était son métier, comment elle avait fait ce métier qui est le même que le mien, et d'ailleurs, ça m'a rassurée sur ce que je faisais, et j'ai trouvé en face de moi quelqu'un qui partageait quelque chose de commun. Il y a aussi cette notion de se dire, c'est cette expérience de vie que l'on a en commun, c'est ce qui fait que le lien de confiance fonctionne, en fait. Donc c'est ça la loi des pairs. Hein. On n'est plus dans des hiérarchies verticales, mais dans quelque chose de beaucoup plus horizontal. D'ailleurs, on a des entreprises de plus en plus avec de moins en moins d'intermédiaires et plus de discussions transversales et voilà. Et c'est dialogue. Exactement. Et c'est là où je parle aussi de la notion de dialogue, en fait, et aussi probablement de ce qu'on appelle aussi une sorte de fraternité. Moi, donc je termine un terrain là en Seine-Saint-Denis. On me parle beaucoup eux, ils parlent de la loi des frères, mais c'est dans ce sens-là. C'est exactement le même sens du frère. En fait, mon patron, c'est comme un frère, c'est-à-dire que nous sommes à hauteur d'homme quand nous travaillons ensemble. Hein, et c'est ça où il a autorité sur moi. C'est une autorité d'ailleurs qui circule, qui est reprise, qui peut être échangée, qui est donnée, octroyée sur un pacte de confiance.
Mais il a les mains dans le cambouis comme moi, et c'est ça qui se dit. Alors, dans un deuxième tour de table, je reviendrai avec vous sur la vision que vous avez des solutions possibles pour amener ces jeunes au métier du CARE, peut-être. On en reparlera un petit peu plus tard. Et d'avance, je demande aussi à nos autres orateurs de ne pas m'en vouloir, mais vous comprendrez que l'épaisseur du travail d'un anthropologue m'autorise, je crois, à lui donner un peu plus de temps de parole que vous, messieurs, et peut-être vous, mademoiselle. Non, mais je le dis d'avance parce que comme ça, vous savez que ça va être un peu déséquilibré, mais comme ça, vous ne pourrez pas m'engueuler après. Mais bon, au fond, tout de même un mot, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué ici et qui est clé dans notre réflexion, c'est aussi la part de l'épanouissement personnel de cette génération, comment elle le gère par rapport à sa volonté de travailler et voir dans ce secteur. Comment elle gère cette question de l'épanouissement personnel? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors c'est fondamental, la notion d'épanouissement personnel. À la différence peut-être de la génération précédente qui cherchait à se réaliser, la notion d'épanouissement, c'est vraiment la notion de comment Oui, c'est ça, s'épanouir, c'est presque fleurir. Hein. C'est-à-dire, c'est tout un terme, quand je l'ai beaucoup interrogé là-dessus, c'est tout ce qui va toucher, si vous voulez, à la notion des sens. Et quand on parle de la quête de sens de la génération Z, je pense c'est pas très juste, parce que cette génération n'a pas de quête. C'est quelque chose qui est extérieur, qui est lointain. Or, elle vit pas le chronos, mais le temps kairos. Et donc, c'est par contre un besoin de sens. C'est beaucoup plus tripal, hein, le besoin. C'est comment, en fait, je me sens ici maintenant, comment je me sens vis-à-vis de moi-même, comment je me sens dans les interactions avec autrui, au sein de mon équipe, au sein de mon entreprise, et aussi avec le monde. Donc on a toujours cette triple dynamique dans l'épanouissement de cette génération, qui est cette notion qui s'arrime hein, sur le sentiment, le sensitif, le sensuel, les émotions. Et les émotions, et donc cet épanouissement, il y a rien de... C'est complètement viral, hein, la notion émotionnelle. Donc l'épanouissement personnel, il se situe dans une dynamique collective. Donc il y a une forme de cohérence dans les représentations de cette génération, où elle se dit, et elle me dit très souvent, mais moi j'ai pas besoin de m'épanouir seule, ça n'aurait pas de sens de m'épanouir seule, j'ai besoin d'autrui pour que l'autre participe à mon épanouissement. Je m'épanouis par, avec et dans autrui, dans ma relation avec le collectif, de la même manière que du coup, moi je participe à l'épanouissement d'autrui et donc au collectif. Il y a une circularité, une nomadité, une déambulation, si vous voulez, enfin, viralité, voilà, c'est peut-être plus simple, viralité de cette notion d'épanouissement, et elle a cet indicateur interne et subjectif, qui n'est plus du tout externe et objectif, qui est son indicateur de bien-être. Et si elle a un alignement dans cet indicateur de bien-être qui lui dit, bah, là je me sens bien, elle restera d'ailleurs dans ce qu'elle fait. Mais si par contre il y a une forme de dissonance, et bien à ce moment-là, elle ira autre part. Formidable, merci pour cette présentation. Déjà, peut-être vous pouvez passer votre micro, s'il vous plaît, à Frédéric Dabi. D'un mot, Frédéric, dans les points de l'enquête qui viennent complètement s'illustrer dans les propos, oui. Elisabeth Soulier. Vous me laissez donc 1h30 C'est ça. Oui. Non, mais c'est absolument passionnant et c'est intéressant parce que voilà, on voit bien un quantitatif et de l'observation qualitative. Ce n'est pas une bataille d'analyse, c'est plutôt complémentaire. Moi, j'entends bien les valeurs communes et le besoin de collectif, même si sur la question de l'engagement des jeunes, l'individu est très très fort. Quand on regarde l'engagement sur le climat, des jeunes nous disent dans nos enquêtes qui mieux que moi pour faire avancer ma propre cause. Quand on a cette désaffection à l'égard du vote, hein, je reviens sur mes marottes, mais présidentielle de 2022, 41% des primo-votants des 18-23 ans ne sont pas allés voter. C'était du jamais vu. C'est faux de dire que les jeunes ne votent pas. Il y a eu des scrutins où ils ont voté autant en pourcentage, voire plus que l'ensemble des Français. Et sur la question du travail, oui, j'entends bien ce besoin de sens. C'est complètement, tripal. C'est vraiment inhérent aux besoins de cette jeunesse. Quand on voit des enquêtes où la première motivation des jeunes, c'est de l'ambiance du travail, quand on a une majorité de jeunes salariés 18-30 ans qui nous disent, une majorité, hein, mes collègues sont avant tout mes amis. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Quelle rupture par rapport aux anciennes générations. Et autant il y a des sujets où la jeunesse, les jeunes sont en fracture, en rupture avec les autres générations, autant sur ces questions-là, sur l'engagement individuel, sur l'entreprise, ils sont diffusionnistes. On a maintenant presque 4 salariés sur 10 de plus de 30 ans qui disent « Oui, mes collègues, ce sont peut-être aussi mes amis. » Et d'ailleurs, cette question du sens de l'utilité, on l'a bien vu dans le cadre de notre enquête. Alors, Guillaume Prévost, si vous voulez bien, entrons directement dans deux choses. Un, la façon dont vous avez perçu
aujourd'hui les exigences des jeunes, en quoi elles évoluent, les évolutions, et comment ça se traduit du coup pour le secteur dont nous parlons aujourd'hui, sur l'attractivité des métiers de la solidarité au sens large. Qu'est-ce que vous en diriez en réaction aussi à ce qui vient d'être dit? J'essaierai de m'attacher, parce que je pense que tout ce qui a été dit sur les caractéristiques générationnelles a été largement exposé par les deux intervenants. Moi, je m'attacherai d'abord, les métiers du soin, c'est quand même les métiers de la prise en charge, de l'accompagnement de gens vulnérables. Les gens vulnérables, ils sont majoritairement dans deux âges de la vie. J'aime bien cette expression plutôt que celle de génération. Les vieux et les jeunes, c'est ceux qui appellent un soin particulier. Et donc, si on met de côté, je ne suis pas spécialiste des EHPAD, où vous avez vu Vers le haut est dédié à la jeunesse et à l'éducation, même si on y reviendra, ce n'est pas dénué de lien. Ma conviction très profonde, c'est qu'il y a un levier considérable de l'attractivité des métiers du soin ou de l'accompagnement ou de la prise en charge des vulnérabilités, c'est de se rapprocher du secteur de l'éducation. Parce que d'abord, vous récupérez des jeunes en sortie du secteur de l'éducation. Donc, quelque part, on peut avoir le sentiment de gérer les conséquences sans avoir d'effet sur les causes. Et je pense que ça, c'est une dimension très importante du sentiment d'épuisement professionnel, notamment des éducateurs dans les foyers. Moi, je connais bien la protection de l'enfance, puisque Vers le haut a été créé par des assureurs de la protection de l'enfance. On peut avoir le sentiment d'arriver trop tard, ou de mettre une énergie considérable dans des dispositifs de remédiation, alors même qu'on aurait beaucoup plus de prise sur les jeunes, leur parcours, leurs aspirations, si on ne venait plus tôt. Et donc il y a probablement un enjeu très important de l'attractivité des carrières, mais on reviendra sur ce terme de carrière. Oui, ce n'est pas l'attractivité du métier seulement, c'est l'attractivité des carrières. Des carrières, parce qu'il y a différents âges de la vie, que les besoins ne sont pas les mêmes quand on a des enfants, quand on n'en a pas, quand on est marié, quand on a divorcé, quand on doit déménager. Et il y a évidemment des âges de la vie et des besoins qui diffèrent. Encore une fois, je crois que sur 3 enjeux, et comme ça j'essaierai d'être aussi rapide que possible et d'éveiller votre curiosité, le lien avec l'école. Premièrement, je suis très, très convaincu que dans les difficultés même que rencontre l'école face à ses élèves, qui sont aussi des enfants, figurez-vous. Enfin, vous le savez, mais à l'école, c'est parfois difficile à appréhender. Dans la médecine scolaire, il n'y a plus de médecins scolaires. Dans la gestion de la santé mentale, dans la préparation à l'orientation, dans l'éducation au choix, dans la part du sport, il y a là des compétences que vous avez dans votre secteur qui font défaut à l'école. Et il y a un lien qui n'existe pas aujourd'hui, qui peut être tissé. Deuxième sujet absolument clé, il y a une révolution de la formation professionnelle. Vous êtes en train de dire que dans la revendication, l'exigence aujourd'hui des nouvelles générations de carrières positives et surtout qui leur permettent de bouger, il y aurait un lien à faire qui permettrait opérationnellement que le secteur aille se développer là où il y a des manques que vous venez de citer, c'est ça? Ce que disent les jeunes massivement de l'école, c'est que globalement ils font confiance à l'école pour transmettre des connaissances. Et ils ont un niveau de confiance en l'école qui reste assez haut, beaucoup plus haut qu'on le croit. Beaucoup plus haut, à mon avis, que les parents. Bon, mais est-ce que... Mais ils ne font pas confiance à l'école, et très peu confiance à l'école sur « je deviens acteur de ma vie, je fais des choix, j'ai confiance en moi ». Seulement un jeune sur 2 dit que l'école l'aide à avoir confiance en lui. Là, il y a un levier extraordinaire pour le secteur médico-social, pour tisser des partenariats, notamment au collège, avec... le secteur éducatif. On y reviendra tout à l'heure avec M. Mazzocchi, mais enfin, franchement, le cadre juridique général ne permet pas cette souplesse aujourd'hui de passage à l'autre. Déjà, si le Ségur a permis d'évoluer, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est quand même une objection. Mais on y reviendra dans la discussion. Autre remarque que vous vouliez faire, je vous en prie. Reprenez le fil de votre... On reviendra sur le cadre juridique, puisqu'à mon avis, c'est une dimension très importante de l'attractivité. Oui. Je crois qu'il y a c'est pour ça que j'insiste là. Voilà. Il y a un deuxième sujet très important pour l'ensemble de vos filières, c'est la révolution en cours de la formation professionnelle. De la formation professionnelle. La loi de 2018 rebat complètement les cartes des filières professionnelles et je crois qu'il y a un stade qu'il faut passer. Sommes-nous capables de proposer à un jeune dès 16 ans d'entrer dans une filière professionnelle qui va lui permettre de faire un peu d'alternance, de faire un service civique, d'avoir une mobilité professionnelle ou une mobilité internationale et de rentrer dans un métier. Les armées l'ont fait. Les armées qui font face au rétrécissement démographique recrutent de plus en plus dès 16 ans. Les métiers de l'industrie le font, notamment dans le cadre des dispositifs de remédiation, ils vont chercher les jeunes dès la sortie du brevet. Je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir des jeunes sortis de licence pour leur proposer d'entrer dans les carrières du social. C'est un troisième sujet sur lequel on pourra revenir.
Et le troisième sujet considérable, s'il y a bien un domaine de politique publique en termes de vulnérabilité qui doit évoluer du tout au tout, c'est le soutien aux familles. Les familles ont changé sous l'effet de l'immigration, sous l'effet de la redistribution des rôles entre les hommes et les femmes, sous l'effet de la transformation du couple. Les familles ont profondément évolué dans leurs besoins éducatifs et vous détenez des compétences absolument clés que ne détient pas l'école et que ne détient pas tous les secteurs des politiques publiques qui ont du mal à toucher leur public. Vous connaissez ce fameux phénomène de non-recours au droit. Les politiques publiques ne touchent pas leur public cible. Vous détenez des compétences absolument clés, des compétences de terrain, d'occupation du terrain. Je ne sais pas avec qui on en parlait, je crois que c'était avec Daniel Goldberg qu'on en parlait tout à l'heure. Ces métiers de l'occupation du terrain développent des compétences absolument déterminantes pour l'ensemble des services publics, mais on pourrait y revenir. Alors, si vous permettez, avant de vous passer la parole, messieurs, tous les deux, je vais me tourner quand même vers Margot Vittetti, parce que je me dis à un moment donné, ça deviendrait complètement artificiel d'avoir une jeune qui réagisse à tout ce que vous aurez dit. Peut-être que là, déjà, on vient de poser un certain nombre de choses sur votre génération, Margot. Bon, peut-être, allez, faites voler en éclats toutes nos certitudes. Ou au contraire, certifiez-nous ou dites-nous finalement si on fait fausse route ou si au contraire, finalement, on a dit des trucs... Non, mais après, j'aurais pas du tout la prétention de parler au nom de la génération Z. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui vient d'être dit? C'est intéressant déjà que ça amène à autant de débats. Je vous avoue, moi, pour ma part, avoir douté de ma légitimité à être ici, mais de par et ma jeunesse en termes d'âge, j'ai 26 ans, il n'y a aucun tabou là-dessus, et le fait d'être jeune professionnelle, j'ai évidemment toute ma place dans ce large questionnement. Est-ce qu'on va trouver des réponses aujourd'hui? Je ne sais pas. Quelle attractivité envers les jeunes? Moi, je me reconnais énormément dans le sentiment d'utilité. Effectivement, après, ça, c'est propre à moi. La revalorisation tout de même de ce métier, moi je trouve que c'est quelque chose de très important, mais en même temps, est-ce qu'elle est actuelle? Moi, pendant mes 3 années de formation, j'ai entendu dire qu'on traversait effectivement une crise dans le travail social. Après, les travailleurs sociaux ont toujours été réputés pour avoir des revendications parce qu'on travaille évidemment avec de l'humain. Donc il y aura toujours du mieux à faire, il y aura toujours des revendications et je pense que le jour où il n'y en aura plus, c'est qu'on aura simplement arrêté de travailler. Donc l'utilité, oui, je pense qu'il faut être particulièrement engagé aussi. Ça a été évoqué, la notion d'engagement. Moi, j'estime que notre génération l'est particulièrement, d'une façon peut-être différente. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait douter. L'attractivité, certes, on sait que du coup, là, tout le contexte actuel est compliqué, mais pour moi, c'est une raison de plus pour, s'y engager et lutter. On se bat au quotidien pour les personnes qu'on accompagne. Pourquoi pas le faire pour nous, sachant que ça ira de pair, quoi. Nos conditions de travail vont impacter directement nos accompagnements. Pourquoi vous êtes intéressé à ce secteur? Qu'est-ce qui vous a amené personnellement? Là, c'est indiscret, mais... Non, pas du tout. Enfin, je suis à l'aise avec ça. Moi, après mon bac, donc j'avais fait un bac ES. Je ne sais plus c'est quoi l'équivalence actuelle. Je me voyais pas m'insérer dans une formation professionnelle d'emblée. J'étais intéressée par les sciences sociales dans le large sens que ça peut être, parce qu'au final, j'avais pas trop d'idées en particulier. Mais donc, j'ai intégré la fac de Reims de psychologie, qui m'a conduit à avoir ma licence de psychologie en 2020. Le Covid est un peu venu contrecarrer mes plans. J'avais dans l'idée de faire un master de neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent. Donc le Covid a un peu balayé ça avec ma candidature, etc. Donc plan B, service civique auprès de la FEV, où là j'ai du coup expérimenté un contact complètement nouveau, beaucoup plus informel de ce que je pouvais me représenter en tant que psy. Et c'est ça qui a noué en moi, on va dire, un premier attrait pour le champ du social pur et dur, avec ce contact auprès de jeunes. Donc j'intervenais dans des établissements scolaires allant de la maternelle au collège dans un secteur REP+. Et c'est vraiment cette proximité qui a fait naître en moi cet intérêt fort pour le champ du social, où du coup intégrer l'IRTES est devenu le plan A et donc la formation d'éducatrice spécialisée. Mais quelles sont les questions que vous vous êtes posées à ce moment-là et vous vous êtes dit quoi par rapport à ce que vous projetiez, c'est-à-dire dans votre vie personnel, privé, professionnel? Vous vous êtes dit jusqu'où ça va me permettre d'aller? Est-ce que je pars pour 40 ans? Est-ce que je vais pouvoir changer? C'est quoi les questions que vous vous êtes posées?
Je vous avoue que j'avais pas tant de connaissances évidemment approfondies comme je peux en avoir par rapport au contexte actuel du travail social et ses nombreux champs. Pour autant, je m'imaginais faire un travail dans lequel je m'épanouis professionnellement et personnellement. Pour moi, c'est quelque chose qui va de pair. Je me retrouve beaucoup dans l'aspect, de pair, d'équipe, sachant que le travail social est quand même résumé par un travail en équipe conséquent. Moi, effectivement, je pense que ça représente 70% de mon travail, dans le sens où on est porté par une équipe quand elle est bienveillante, quand on partage évidemment des valeurs communes, une éthique professionnelle qui porte en tant que personne, en tant qu'éducatrice spécialisée. On est sur le terrain, on est effectivement témoin de choses dures, costauds. Ça veut dire que quand on rentre au bureau, on a envie d'être quand même soutenu, entendu, comprise. Et donc là, je me retrouve beaucoup dans l'aspect collectif. Et alors, pardon, mais qu'est-ce que vous redoutez le plus pour la suite? Qu'est-ce que vous avez envie d'exiger, de dire à vos patrons, à vos chefs, aux vieux qui sont ici, que nous sommes tous? Je ne me permettrai pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Attention, faites attention à ça pour que... Faites attention à nous, faites attention à ce qui est dit, faites attention à ce qu'on transmet, à notre engagement. Moi, j'ai encore un peu, évidemment, le regard encore naïf, parce qu'en tant que stagiaire, on a ce regard où on voit un peu tout ce qui ne va pas. Tout l'espoir aussi qu'on y mettra en se disant « Oh, moi, quand je serai pro, j'essaierai de mettre ça et ça en place ». J'espère que cette naïveté, que parfois on peut voir comme quelque chose de peut-être négatif, on est naïf, au contraire, moi, je vois un peu tout l'espoir que ça pourrait symboliser. Donc, faites attention à ça, faites attention à nous. Et en plus, on est tous dans le même bateau, parce que l'attractivité pour les jeunes, ok, mais l'attractivité aussi et surtout pour les professionnels qui sont en poste depuis de nombreuses années et qui, on parlait de burn-out avec Cynthia Fleury ce matin, l'attractivité pour tous, en fait, dans le secteur du travail social, parce qu'il faut, ok, y aller, mais y rester. Oui. Alors, bon, je vous en prie. Merci. Daniel Goldberg, vous avez un micro? Oui. Comment vous abordez notre problématique et qu'est-ce que vous inspire, comment vous avez envie de réagir à ce qui a été dit sur cette génération et aux difficultés que vous avez aujourd'hui à recruter? D'abord dire que dans ce qu'a décrit Frédéric Dabi, d'ailleurs en passant donc de Bourdieu à Péguy, si j'ai bien suivi tout à l'heure, et puis les différentes présentations, c'est une belle génération. Moi, ça me plaît, y compris de vous entendre à l'instant, de se dire que on peut avoir nous-mêmes nos propres réflexions, nous qui sommes un peu moins jeunes, mais qu'on a besoin. C'est pour ça que je me permettrai juste de corriger peut-être le titre, c'est quelle attractivité pour aujourd'hui. C'est-à-dire que le demain, en tout cas, quand on se la pose à la tête d'une union comme l'UNIOPS ou à la tête d'établissements et services, la question de l'attractivité, c'est, j'allais dire, pour aujourd'hui, ou alors c'est pour demain matin, mais c'est pas un demain dans 10 ans, quoi, vous voyez. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, il y a une telle pénurie des métiers de l'humain, c'est même plus le manque d'attractivité, c'est une pénurie des métiers de l'humain que chacune et chacun ici, en tout cas celles et ceux que je connais, se posent sans doute la question de savoir demain matin comment pourront ouvrir leurs établissements ou leurs services, ou après-demain ou lundi, etc. Donc cette question, elle est existentielle pour nous et elle est existentielle pour vous et votre génération. Et je trouve d'ailleurs que c'est très symbolique de dire que vous ne vous sentiez pas forcément représentatif, c'est une très bonne posture, mais vous avez assumé une parole forte. La deuxième chose, quand je vous entends, vous aussi, madame, j'ai entendu les précédents intervenants, c'est qu'il y a le sentiment d'être utile. Alors, moi, je vais faire une autre citation qui m'est venue en vous entendant les uns les autres. Alors, c'est pas un jeune, mais il écrit, en tout cas, je ne sais pas qui a écrit les paroles, pour le coup, c'est une chanson de Julien Clerc, « Être utile à vivre et à rêver ». Et je crois que cette génération, elle veut être utile à vivre et à rêver. À vivre, c'est très concret, mais aussi à rêver et à se projeter. Et à garder la puissance de son rêve. Et y aller, quoi. Voilà, on a envie d'y aller et on a envie de bouger les choses
pour pouvoir y aller. On l'a vu sur les violences sexistes et sexuelles, on le voit sur les questions du changement climatique, où ce n'est pas qu'une histoire de génération, mais on peut avoir le sentiment les uns et les autres que s'il n'y avait pas eu en particulier cette génération, peut-être que les choses auraient moins bougé ces derniers temps. Et puis peut-être le troisième point, et vous l'avez dit juste à l'instant en forme de conclusion, c'est que cette question ne concerne pas que cette génération. On le disait un peu tout à l'heure avant de commencer avec vous, on a aussi besoin pour ces métiers des solidarités, pour les établissements et services, aussi de personnes qui peuvent être prendre une autre voie professionnelle au milieu de leur carrière professionnelle. Donc les questions que vous posiez ou que vous traduisiez, madame, elles se posent aussi pour des personnes qui peuvent être au milieu de leur carrière professionnelle, qui cherchent eux et elles aussi à vivre et à rêver. Bon, mais alors, vous qui êtes un gros recruteur, enfin vous l'UNIOPS, vous êtes un gros recruteur par définition, qu'est-ce qui nuit à l'attractivité ? Ça a été dit, enfin, ça a été parfaitement décrit. Ça a été parfaitement décrit. C'est qu'une fois qu'on dit qu'on veut vivre et qu'on veut rêver, il faut pouvoir en vivre. Premièrement, il y a des questions évidemment de capacité à avoir un métier qui permet de vivre soi-même. C'est quand même dans l'engagement personnel pour embrasser une carrière professionnelle, surtout si on se dit que ça va durer 42, 43, 44 ans, il faut quand même se dire qu'on a la capacité soi-même de faire un parcours de vie. Mais comme c'était aussi très bien montré, je trouve dans l'étude de Frédéric Dabi, de l'IFOP, c'est que je suis moi aussi universitaire en sciences, donc en mathématiques, il y a les conditions nécessaires, les conditions suffisantes. Les conditions, la rémunération est sans doute une condition nécessaire pour pouvoir en vivre. Elle n'est pas suffisante et il y a donc toutes les questions d'utilité sociale, mais j'allais dire démontrées, pas que théoriques. Il y a les questions de qualité de vie au travail, ce qui renvoie à des débats avec nos autorités de tarification et de contrôle sur les normes d'encadrement, la capacité d'agir, et puis aussi... Je le dis aussi, l'UNIOPS n'est elle-même pas un gros employeur en tant qu'union, mais par les adhérents de notre réseau, comme c'est le cas pour Nexem. Nous ne sommes pas que le secteur des solidarités ici, enfin nous, ensemble là. Nous sommes le secteur non lucratif des solidarités. Et donc, être le secteur non lucratif des solidarités, c'est aussi poser dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et sanitaire une volonté d'agir au plus près des besoins, d'apporter un projet de société, et que ce projet de société, on pense que nous sommes les mieux à même de le porter parce que nous n'avons pas cette exigence d'une lucrativité la plus rapide possible. Et ça, pour cette génération et sans doute pour beaucoup de salariés actuels, ça compte peut-être aussi à condition qu'on nous en donne les moyens. Et peut-être dans cette, je ne sais pas si je reparlerai, mais dans cette première intervention, c'est là aussi où les droits des personnes accueillies, accompagnées de celles qui devraient l'être d'un côté, d'un deuxième côté, la capacité des professionnels, des salariés, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir agir, d'avoir une capacité, d'un pouvoir d'agir dans leur propre exercice professionnel. Et la capacité, deuxième point, et le troisième, la capacité de nos associations de pouvoir développer un projet associatif qui permet et de répondre aux droits fondamentaux des personnes et de laisser la capacité d'agir aux salariés, ce sont les 3 points. Si vous voulez, c'est les 3 faces d'un même sujet. Et je pense que ce qui nous anime tous et toutes ici, c'est de tenir les 3 bouts. Et si on tient les 3 bouts, peut-être que la question de l'attractivité ou de la pénurie, on pourra la prendre différemment. Bon, mais alors, allons un peu plus loin techniquement avec vous, Rémi Mazzocchi, sur la question... Alors, vous venez de prendre vos fonctions, donc on ne peut pas vous demander non plus l'impossible. Demain, oui, mais peut-être pas ce soir. Mais cela dit, le grand sujet, c'est la perspective de carrière, la souplesse, la mobilité. Guillaume Prévost nous a fait rêver en quelque sorte en nous disant mais oui, mais pourquoi pas des frontières entre des univers très différents qui sont celui du social, médico-social, sanitaire, éducation et celui de l'éducation. Bon. Mais pour ça, il y a des cadres. Et vous êtes à la fois chargé de permettre de se former au meilleur et en même temps de respecter les cadres ou de les faire évoluer. Et c'est compliqué. Vous avez le job finalement le plus ingrat de toute la table ronde, si j'ose dire. C'est-à-dire d'essayer de fournir aux jeunes et ou à ceux qui veulent se former la capacité à répondre à leur ambition pour demain. Et vous n'y arrivez pas forcément.
Alors, c'est la volonté. Maintenant, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, donc 2 illustrations concrètes quand même de tout ce qu'on vient de dire pour dire que les effets de ce qu'on parle sont réels. Le premier, c'est qu'il y a de l'appétence et de l'attractivité, mais on n'arrive pas à recruter suffisamment dans le secteur. On a parlé de pénurie. Deuxièmement, le cycle de vie en emploi a diminué. J'ai le chiffre pour les infirmières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on avait 10 ans de temps dans un poste, c'est à moins de 3 ans aujourd'hui. Même dans le secteur. Même dans le secteur. Donc, ça veut dire qu'on est obligé, le problème il n'est pas demain, il est aujourd'hui. Si on ne lève pas les freins au recrutement et à la mobilité, on est dans l'impasse. Donc effectivement, c'est l'enjeu de demain, et ça rejoint les ambitions qui ont été demandées. Une jeunesse qui a besoin de l'engagement, elle ne va pas faire des efforts indéfiniment si les conditions, l'organisation du travail, ou si elle ne voit pas les effets concrets de ce qu'elle produit. Il y a une volonté aussi d'avoir du sens et de respecter, enfin, de pouvoir mesurer les effets qu'elle produit, et encore plus dans notre secteur, puisque le premier volet de l'attractivité, c'est l'engagement. Donc si on a un engagement, mais qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à transformer les choses, on n'y arrive pas. Et ça, on doit concilier ça avec des professions qui sont des professions réglementées. Donc des parcours professionnels, donc il faut travailler à innover. Je pense que là, on est obligé de penser l'innovation pour répondre à ces besoins. Il faut faire feu de tout bois, il faut regarder, comprendre dans les territoires, dans les bassins d'emploi, mais aussi au travers des différentes filières du secteur, les faire connaître. Il y a énormément de métiers. Dans le métier du social, il y a des métiers qui sont différents, il y a des spécificités. Il faut qu'on travaille à les montrer et à faciliter les passerelles à tous les niveaux de la vie. Pas qu'au niveau de la formation initiale, mais aussi au niveau de la formation continue, puis de la formation professionnelle. Et le faire connaître et y travailler. Donc effectivement, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui comment faire, mais en tous les cas, il faut innover. Il faut se questionner et partager ce constat comme on le fait aujourd'hui, et la première pierre à l'édifice. Et c'est très intéressant qu'on partage ces éléments. Sur quel chantier vous travaillez? Ils sont nombreux, on en a parlé. La VAE, l'alternance, avec toutes les questions que pose la politique publique qui vient d'être annoncée, sachant que l'alternance est tout nouveau dans le secteur. Et le premier secteur, dans le secteur sanitaire, social et de la santé, c'est le secteur social. Donc forcément, demain, la politique qu'il y aura, est-ce que ça va donner un coup de frein à cette voie? C'est une vraie question. Donc nous, il faut qu'on fasse des bilans, qu'on continue à promouvoir, qu'on regarde ce qui marche. La VAE, il y a aussi toutes les perspectives de carrière. Il y a des formations diplômantes qui permettent d'aller vers des formations d'encadrantes sur les établissements. Il faut aussi continuer à les promouvoir, à regarder quel est le besoin et à les solliciter et à les financer. Voilà, il faut vraiment travailler sur la richesse et faire connaître ses capacités de faire une carrière, même si, encore une fois, c'est pas contraint. Je vois, parce que dans une profession réglementée, on a l'impression qu'il y a un parcours obligé. Et ça, cette nouvelle génération n'en veut plus. Donc il faut ouvrir le champ des possibles, mais ne pas enfermer. Donc en amont, sensibiliser via l'alternance et donner tout de suite une forme d'assurance en étant très jeune, pris en main pour pouvoir aller sur le terrain et travailler, et un peu plus en aval, les passerelles, ce que vous dites au fond. C'est les deux des pistes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Et la valorisation des compétences. Très important, parce qu'il y a des compétences qui sont communes et pour lesquelles il ne faut pas donner le sentiment de faire des retours arrière. Votre réaction, Guillaume Prévost, sur ces aspects très pratiques alors, et Daniel Goldberg peut-être? Moi j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à cette... L'attractivité de ces métiers repose sur la capacité à proposer des carrières riches et diversifiées. C'est-à-dire, je suis éducateur spé dans un foyer de protection de l'enfance. Ensuite, je deviens, pourquoi pas, professeur de PS, éducateur dans un collège. Puis je repars, je fais de l'orientation. Et puis pourquoi pas, un jour, au travers de la certification, de la formation professionnelle, je suis en capacité de diriger un établissement et au moment où mes besoins familiaux ont évolué, je suis capable de devenir chef d'établissement dans le médico-social. Et donc, il y a une dimension très importante, quand on parle de statut, de structure, c'est la capacité à proposer des allers-retours entre statut public et statut privé. Ça, je pense que c'est cardinal. Vous avez à côté de vos métiers... C'est un peu une révolution culturelle pour certains dans le métier. Mais elle est en cours, elle est déjà en cours. Aujourd'hui, la réforme de la fonction publique, issue de la loi du SOPT, et puis globalement de 20 ans d'évolution de la fonction publique, fait que la mobilité dans tous les métiers de la fonction publique devient une condition nécessaire, pas toujours suffisante, de la progression professionnelle.
c'est ce qui distingue aujourd'hui, c'est une des raisons profondes de la crise des métiers de l'enseignement. Pas de mobilité professionnelle. Vous pouvez rester toute votre vie devant la même classe, dans le même bahut, toute votre vie à faire votre cours de géographie. Moi, je pense qu'il y a plein d'enseignants qui sont massivement des enseignantes. Hein. C'est aussi un métier qui s'est massivement féminisé, qui, à 30, 40 ans, auraient très envie d'aller faire un tour dans vos établissements, 5 ans, 10 ans, confronter leur expérience, leurs compétences. Là, il y a un enjeu décisif et il y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé, ce sont les collectivités. Elles ont un rôle décisif à jouer pour faciliter ces allers-retours. Est-ce que vous ne rêvez pas un peu? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'idéal que vous proposez dans un contexte où les ministres s'arrachent les cheveux en vous écoutant, et où notre culture, globalement, est celle de silos qui ne se parlent pas quand même? Là, vous venez de citer des silos, l'éducation ou l'armée. Quelques chiffres. Il faut faire comment pour arriver à vos solutions? C'est ça que je veux dire. En fait, c'est une dimension très importante des travaux de Vers le Haut. La conviction de Vers le Haut, c'est déjà là sous nos yeux. C'est juste qu'on ne le voit pas. Quand on parle de l'école, je reviens sur l'école, parce que vous avez compris que je pense qu'il y a un vivier très important d'attractivité, de valorisation pour l'ensemble des métiers de la solidarité dans l'école et dans les liens avec l'école. Il y a 850 000 enseignants, il y a déjà 250 000 éducateurs. Si vous faites les AESH, les AED, les ATSEM, pour ceux qui sont familiers de c'est les métiers les auxiliaires éducatifs qui sont déjà dans l'école, c'est le deuxième métier en puissance de l'éducation nationale derrière la profession. Donc vous dites c'est possible? Je dis c'est déjà là. C'est juste qu'il s'agit de visibiliser ces populations, de leur donner un statut. Les AESH, c'est 0,7 ETP en moyenne. Enfin, je deviens un peu technique, mais il faut donner un statut à ces gens-là. Et leur donner un statut, c'est leur offrir justement ces possibilités de mobilité professionnelle entre l'école, le foyer, les structures de l'accompagnement, de la prise en charge des vulnérabilités. Et puis au point professionnel, c'est quand même considérable. On parle beaucoup d'épuisement professionnel dans le social, parce qu'on peut avoir l'impression de voir les lames du Pacifique. Et puis c'est très intéressant d'offrir la possibilité d'agir plus en amont. C'est très riche professionnellement, et y compris personnellement. Bon, mais est-ce que, Daniel Colbert, est-ce que c'est pas plus difficile pour vous de réfléchir aussi librement? Lui, c'est un think tank, pardon, mais vous gérez, et vous avez les cadres. Oui, enfin, ceux qui gèrent, ils sont devant nous, surtout. Oui, j'entends bien, mais je vais leur passer la parole, d'ailleurs. Mais c'est surtout que nous, on peut réfléchir, mais c'est au pouvoir public d'agir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas renvoyer la balle simplement aux élus. Non, mais je ne renvoie pas la balle. Mais comment dire, dans notre secteur, j'ai eu l'occasion de le dire à une ministre il y a quelques mois, c'est que les employeurs ne sont pas les payeurs, pour dire les choses autrement, dans notre secteur. Donc mais les départements ne peuvent plus payer. Non, mais d'accord, mais c'est aussi... justement, donc c'est aussi une difficulté pour celles et ceux qui sont gestionnaires d'établissements et services, de se dire il faudrait faire, quand ils sont face à un public qui avec des besoins, avec une pénurie des métiers et des modèles socio-économiques qui tendent à s'affaisser. Donc pourquoi je dis ça? Non pas pour simplement renvoyer la balle, nous avons nos responsabilités. D'abord, je pense, et on en discute beaucoup avec Alain Raoul, c'est que parler d'une seule voix, parler d'une même voix pour se faire entendre et avancer, par exemple, sur des parcours facilités dans les différents métiers de l'action sociale, médico-sociale et sanitaire, peut-être par quelque chose qu'on pourra appeler une CCUE et qu'elle soit financée, peut-être que ça pourrait être aussi une solution pour aller, et peut-être encore après, un autre jour, vers les questions de l'éducation nationale. Mais pour faire cela, il faut aussi que les décideurs publics comprennent ce que l'on fait et pas seulement nous voient comme des sous-traitants de l'action publique, comprennent très concrètement ce que l'on fait, comment on le fait, acceptent qu'il y ait une diversité associative de réponses et permettent ces parcours. Et un changement de gouvernance. Le président Alain Raoul disait ce matin, il faut qu'on change la gouvernance pour qu'on soit plus décideurs que nous ne le sommes, et pas juste des prestataires. Moi, je refuse le terme d'opérateur et donc de prestataire, mais qu'on soit vraiment dans la co-construction de l'action publique, parce que nous la mettons en œuvre. Sans association, il n'y a pas de politique du handicap, pas de politique beaucoup moins de politique du grand âge, pas de politique de la protection de l'enfance, etc. Donc, nous ne sommes pas complètement les payeurs, mais nous sommes les faiseurs. Et grands faiseurs, nous avons le droit d'être diseurs. Grands faiseurs et diseurs. Alors, je vais demander à l'équipe technique de cette très belle salle du Centre des Congrès de Reims de mettre plus de lumière dans la salle.
Formidable. Et puis les hôtesses sont prêtes à bondir pour vous donner un micro. Mais auparavant, pendant que vous réfléchissez à vos questions ou interventions complémentaires, et je ne peux pas croire que sur un tel sujet, vous n'ayez pas des objections ou des remarques à faire, je vais me tourner vers vous, Madame Soulier, Elisabeth Soulier. Peut-être, qu'est-ce que vous répondez-vous à la question comment aider les jeunes que ça intéresse, mais qui ont parfois une hésitation, à entrer dans ces métiers du soin, comment les rendre plus attractifs? Il y a un intérêt pour le care, vous l'avez noté aussi chez eux. Oui, et Margot en a un peu parlé, c'est-à-dire prendre soin, hein, c'est ça, c'est la sollicitude, c'est prendre en compte, c'est respecter la personne humaine. Je pense que chez cette génération, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle se met à la hauteur de l'humain. Elle dit, mais remettre de l'humain en fait au cœur de nos interactions, au cœur de nos organisations. Elle hérite d'un monde où le mal-être est extrêmement important, le mal-être au travail en particulier, mais aussi dans les interactions que l'on peut voir, et les inégalités, les systèmes de prédation, etc. Et donc, elle va essayer elle se met à hauteur d'homme et elle cherche de l'humain. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans la notion de personne, ce qui est intéressant par rapport à l'individu, eh bien évidemment, une personne, c'est quelqu'un qui est unique, mais qui est aussi vulnérable, parce que très souvent, ils me disent, mais moi, je ne cache rien. En fait, je suis transparent. Mes émotions parlent de moi, en fait. Donc, il y a d'ailleurs cette exigence de transparence qu'elle attend, enfin qu'elle exige des écosystèmes dans lesquels elle interagit, mais elle est elle-même transparente, donc elle est fragile, donc elle est vulnérable. D'ailleurs, on parle parfois d'elle de la génération flocon de neige. Mais c'est vrai qu'elle est ultra sensible, elle est sensible, elle est facilement touchée et affectée par ce qui lui arrive, et donc elle demande qu'on prenne soin d'elle. Donc c'est intéressant parce que quand on est dans les métiers du care, dans les métiers de l'accompagnement des personnes, très souvent, elle me dit, et ça crée la dissonance, mais en fait, on est en train de s'occuper peut-être de personnes âgées, de personnes handicapées, de personnes vulnérables, mais déjà, moi, dans mon travail, on ne prend pas soin de moi. Et là, on a une dissonance. C'est une dissonance de valeur, en fait, tout simplement. Et se dire, mais moi, je ne l'expérimente pas, ce bien-être, je ne l'expérimente pas, cette sollicitude, alors qu'en fait, on le dit. Donc, c'est sortir des mots, ou des grands, voilà, de ces grands, c'est pour ça que je dis sortir de la communication, sortir de cette langue de bois ou de ces valeurs qu'on érige et sur lesquelles on se dit, bah, voilà comment on va communiquer, pour déjà, elle expérimente au quotidien. Pour elle, une valeur, et les valeurs du soin par exemple, ça se vit au quotidien, ce que j'appelle les récits de la quotidienneté. C'est quotidiennement, dans mon travail, dans ma vie, est-ce qu'il y a du care, est-ce qu'il y a du soin et de la sollicitude? Merci. Alors, monsieur, ici, dans l'axe, j'ai quelqu'un ici, voilà, si vous voulez bien lui donner le micro. Pardon de montrer du doigt, mais ce sera plus pratique. Levez-vous peut-être pour que l'Assemblée vous voie. Qui êtes-vous? Donc, je suis Stéphane Boussely, je suis le dirigeant d'Unicaï, qui est un partenaire de Nexem et FEAP au sein d'Access pour porter un projet sur l'aide au recrutement. Moi, il y a un sujet, au-delà de tout ce que vous avez abordé, qui, je trouve, manque. C'est le sujet de la technologie, c'est le sujet de comment vous communiquez en tant qu'employeur pour justement capter ce potentiel candidat. Et donc, quand on parle d'attractivité, je pense qu'il y a peut-être un élément tout simple que vous pouvez tous faire là, tout à l'heure en sortant de cette conférence, c'est vous tapez dans Google le nom de votre structure, job, et vous regardez ce qui sort. Si vous ne pouvez pas postuler en 2 clics à votre propre structure, vous avez un problème d'attractivité. Parce que notamment ces jeunes générations, bien sûr que le sujet du local, le sujet d'intervention dans les écoles ou des différentes autres structures locales pour tisser un réseau, faire connaître et donc créer un futur vivier de candidats, c'est important. Mais le sujet de comment aujourd'hui on est structuré pour recueillir des candidats qui s'intéressent à nous, c'est vachement important. Et regardons ce qui se passe dans plein de structures. Aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, c'est beaucoup d'endroits où il faut encore un CV, une lettre de motivation pour postuler. Où il faut 20 clics. On ne trouve même pas de comment en fait on postule dans votre structure. C'est pas assez simple. Et vous véhiculisez l'accessibilité. Si toute cette affaire résidait en un clic, on l'aurait déjà fait tous. Enfin, tout le monde l'aurait fait, non? Chaque révolution prend un peu son temps. Il y a aujourd'hui un sujet dont on entend parler tout le temps, même Alain Raoult en a parlé ce matin, la fameuse IA. Le conversationnel, ça existe, c'est une idée. Monsieur Mazzocchi, j'espère que je prononce correctement. Le projet porté par Nexem d'assistant recruteur, il est là pour vous aider pour ça, pour vous rendre la vie plus simple à vos candidats et attirer finalement ces candidats. Voilà, je pense que c'est un point important. Merci beaucoup. Et je fais un peu de provoque pour voir qu'il n'y a pas d'évidence, mais en même temps, c'est très fort ce que vous dites. Qui d'autre ici,
Madame, ici, sur votre gauche, mademoiselle, sur votre gauche, là, ici, madame, d'abord, voilà, ben voilà, très bien, elle a un micro, je vous en prie. Et puis s'il y a quelqu'un d'autre par là, je prends après. Merci, ok, à tout de suite. Madame, je vous en prie. Alors bonjour, Cathy Lemoyne, je dirige une association de protection de l'enfance en Mayenne. Deux choses, les assistants recruteurs, c'est bien, encore faut-il avoir les moyens de les financer. La deuxième, c'est... on ne parle jamais des cadres, en fait, sur l'attractivité des métiers. Je travaille à Scoria, en vacataire, je forme des futurs cafdésiens. C'est 2-3 promos que je vois qui m'effraient, très sincèrement. Pourquoi ? Sur des positionnements assez singuliers et particuliers sur la vision du métier, sur un engagement qui est très fait des politiques libérales, très décomplexé. Et quand j'entends la fracture avec « pour bien recruter, il faut donner du sens », et moi je suis complètement d'accord avec ça, quel sens pouvons-nous donner quand nos propres dirigeants de demain ne donneront pas le même ? Quel sens on peut porter quand on est démuni de tout ? C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'il nous faudrait comme ingrédient pour faire une recette qui ne soit pas le gloubi-boulga de Casimir, mais qui soit quelque chose qui nous fasse grandir. La difficulté, c'est qu'on a beau étreindre cette question du sens, les managers que nous sommes, on est à bout de souffle et à bout de moyens pour créer du climat social qui tient et des conditions de travail dignes. On en a parlé ce matin de la dignité, et ce n'est pas du ressentiment, tel que pouvait le nommer Cynthia Fleury. C'est vraiment comment demain, on pense aussi aux cadres que sont les chefs de service, les directeurs généraux, comment on les accompagne aussi dans ces missions, parce que je pense aujourd'hui qu'on va fracturer. Je ne sais pas si le modèle va tenir si on n'en prend pas non plus soin. On en fait partie. Bien compris, merci. Madame, ici, vous aviez le micro, je crois, je vous en prie. Hélène Lefati, directrice générale de La Voix du Devenir, une association en Seine-Saint-Denis. Je voulais rebondir sur le sens de l'engagement. Donc on parle de l'engagement pour l'attractivité. Moi je constate au quotidien dans nos offres d'emploi sur des CDI, des postes en CDI, des jeunes qui ne veulent pas s'engager en fait. Non pas parce que le CDI n'est pas intéressant, mais ça rémunère pas le CDI. Donc forcément le CDD, en enchaînant plusieurs CDD avec des 10% de primes de précarité, ainsi de suite, et puis organiser son temps de travail, ça c'est quand même plus intéressant pour les jeunes. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout à l'heure Monsieur Prévost évoquait la question d'ouverture entre le public et le privé. J'en suis le véritable fruit de cette ouverture, puisque j'étais enseignante en sciences physiques, ensuite j'ai travaillé au conseil départemental, aujourd'hui je suis dans une association privée, je peux faire ces allers-retours, c'est très intéressant. Mais au-delà de cette ouverture, je pense que tous ces concepts qu'on évoque depuis ce matin, c'est très enrichissant pour prendre de la hauteur, mais ça ne permet pas, en tout cas pour les jeunes professionnels qu'on a, de payer par exemple une assistante maternelle quand la personne vient travailler à 7h du matin et qu'elle a un nourrisson. Ça ne permet pas de trouver un F3 quand on est 5 personnes dans le même domicile. Ça ne permet pas de remplir son caddie. Et généralement, au quotidien, ce que j'ai quand je dirige, je préside des CSE, c'est l'augmentation des salaires, la prime, etc. etc. Donc, en fait, il ne faut pas non plus qu'on mette de côté ces questions-là salariales qui sont quand même de véritables problèmes dans notre secteur parce que nous avons que la Convention 66. On se gargarise avec la Convention 66, savoir que le point est 3,93, quoi. Quand ailleurs, dans un autre secteur et dans le secteur sanitaire, on a aussi des professionnels qui quittent notre secteur pour aller dans le sanitaire ou ailleurs, ou qui vont enseigner, par exemple, parce qu'on recherche quand même avec des professeurs des écoles avec un bac plus 3. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une dernière intervention de la salle avant que je ne repasse la parole à nos orateurs? Oui, non. Écoute, ici au premier rang, ce sera la dernière intervention de la salle en vous remerciant. Et ensuite,
10-15 minutes de tour de table de réponse et de conclusion, si vous voulez bien. Merci à la table ronde qui apporte quand même beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de réponses, si on savait les coordonner. Moi, je reviens un peu à ce qu'a dit... Vous parlez d'où, madame? Vous êtes pardon, excusez-moi, Catherine Abelos, administratrice Nexem et présidente d'association. Merci. C'est Daniel Goldberg qui m'a rappelé quand même des choses assez importantes. C'est qu'on oublie beaucoup que les politiques publiques sont déléguées aux associations et c'est notre force. Et l'argent que, soi-disant, on disait les tutelles nous donnent, nous financent, mais non, c'est les contribuables, vous et moi, qui payons. Donc ça, je crois que c'est notre grande force et on ne sait pas vraiment l'utiliser. Et j'espère qu'avec le travail qui a été débuté avec Nexem et qu'on continue, on va pouvoir en faire une grande force. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre point par point à toutes les questions ou à tous les éléments, mais qu'est-ce que, et les opérationnels, Daniel Goldberg, qu'est-ce que ça vous inspire, Mazzocchi? D'abord, ce qu'a dit Madame en Seine-Saint-Denis, le plus beau département de France, puisque c'est le mien aussi, mais c'est la réalité. Bon, moi, je parlais de conditions nécessaires et suffisantes tout à l'heure. Quand même, le sujet qui est posé... pour que des jeunes s'engagent dans ces métiers, je le disais tout à l'heure, il faut pouvoir en vivre quand même. Et pouvoir en vivre avec des conséquences très concrètes sur l'activité des associations. Alors, ça a été dit, les CDI, pas les CDI, mais pas seulement. La distance entre le lieu de travail et le lieu d'exercice. Ce n'est pas que le cas dans le métier des solidarités. Mais je pensais, en vous entendant, madame, à un exemple au tout début de la crise Covid, en Île-de-France, et à la limite avec la Picardie, où il y avait eu ce qu'on appelait les clusters, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début. Et autour d'une base aérienne, il y avait un cluster dans l'Oise, en Picardie, où on avait dit que c'était que ces gens-là qui étaient confinés chez eux. Et en fait, il y a tous les établissements de la moitié du Val d'Oise, enfin une grande partie des établissements sanitaires médico-sociaux et sociaux essentiellement, qui ont dû arrêter ou diminuer leur activité, alors que c'était assez loin de cette base aérienne qui était près de Creil, si je me souviens bien, parce que les salariés, ils habitaient là-bas. Et donc, ces questions de conditions de vie au sens large des salariés, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça lie aussi, comme je le disais, avec les capacités de porter des projets associatifs pour nos associations. Madame le disait à l'instant, toutes les associations qui sont ici, qui sont dans nos réseaux, elles sont différentes les unes par rapport aux autres. Ce foisonnement associatif, il a été encouragé pendant des années par les pouvoirs publics parce que ça donnait des réponses diverses à des publics divers. On peut être un acteur du handicap dans le même bassin de vie et apporter des réponses diverses à des situations diverses. Ça, c'est une force, et c'est une force qui n'est plus permise aujourd'hui et qui joue aussi sur les questions d'attractivité. Ce que Madame raconte sur CDD versus CDI, c'est assez caractéristique de ce qui est vécu aussi dans le secteur de l'emploi. Je ne trouve plus le terme. Si on parle d'activité économique, vous voulez dire ? Non. Le secteur de beaucoup de salariés aujourd'hui cherchent à avoir de la souplesse dans leur mode de vie. Et c'est au fond ce que font les jeunes. Ils sont malins. Ils utilisent ce système, un peu comme il y a le système, pardon, non pas de l'emploi précaire, mais de ceux qui travaillent à entrepreneurs. Non, les tâches, vous savez, attends, je ne trouve pas. Il y a tout un secteur où ils ont créé le CDI de l'emploi. Oui, des vacataires, c'est ça, enfin, de l'emploi. Bref, je ne trouve plus. Service à la personne. Bon, peu importe, mais où le nœud du succès de cette forme d'emploi à la tâche, où on va chez différents employeurs et de ce CDI intérimaire, c'est l'intérimaire, voilà. Eh bien, c'est l'idée de pouvoir organiser sa vie avec souplesse. Et c'est exactement ce que dit Madame, c'est au fond, les jeunes préfèrent plusieurs CDD, d'abord au passage on prend 10%, mais en plus, donc un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire, et en plus je décide quand je veux reprendre. Donc ça, c'est quand même, cette notion de souplesse, Ça, c'est le côté positif de la médaille. L'autre côté, c'est l'ubérisation des métiers de l'humain, quand même. C'est-à-dire que les gens sont payés à la tâche dans des situations où... Mais les jeunes ne le savent pas toujours, ils ne se rendent pas compte toujours au moment où ils choisissent ça au début. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire pour nous, qui portons des projets associatifs, je pense qu'il faut aussi dire ce risque-là qui est derrière. Et évidemment que quand on est en intérim, on est en gros... si on fait un nombre d'heures comparable, mieux payé et on choisit ses heures qu'en CDI. Mais ça pose donc des questions du modèle de réponse aux vulnérabilités qui sont développées, qui veulent être développées par les pouvoirs publics.
Et avec le second livre de Victor Castanet sur la question de la petite enfance, on voit que en l'espèce, les ogres, on voit en l'espèce que d'abord les ogres, il y a 2 ans, ça mangeait les vieux, pour dire les choses. Là, ça mange les petits-enfants. Et demain matin, ça pourra manger les personnes en situation de handicap dans le secteur ça me fait rire, mais c'est pas drôle. etc. La deuxième chose, c'est aussi de se dire comment, et ça, c'est pas que de notre responsabilité. Nous, on en a en tant que structure de permettre une qualité de vie au travail, etc. La deuxième question qui se pose de ce point de vue-là, c'est aussi, je pense, et ça, c'est un dialogue qu'on doit avoir et qu'on doit porter haut avec les pouvoirs publics, de se dire que les publics que l'on accompagne ou que l'on accueille ou celles qui devraient l'être, ce n'est pas une partie de la société qui a des difficultés particulières, qui est en perte d'autonomie, qui doit être protégée parce que ce sont des mineurs dans des familles où il y a des dysfonctionnements, etc. Si on additionne l'ensemble des publics, si on additionne l'ensemble des aidants, alors c'est toute la société française qui est finalement concernée, et cette question des vulnérabilités nous ramène à notre propre condition humaine. Si l'action qui est menée par nos associations, vos associations, est reconnue comme étant pas seulement celle auprès d'une population qui n'a pas de chance dans la vie pour aller vite, quel que soit cela, mais est vue comme finalement permettant à la société française tout entière de tenir debout, alors je pense qu'on aura fait un pas en avant. Bon, il y a des points quand même qui ont été évoqués là, très concrets. Le public privé ou CDD, CDI, vous nous avez répondu sur ce point. Mais assistant recruteur, bon d'abord, il faut du financement pour ça, ça a été souligné. Juste sur le changement de culture chez les cadres. C'est quand même existentiel, Guillaume Prévost. Vous voulez réagir là-dessus ? J'ai trouvé votre remarque très juste. En plus, je crois que vous êtes en protection de l'enfance. L'épuisement des cadres, c'est une réalité. Et ça souligne qu'il n'y a pas seulement un problème d'attractivité, il y a un problème de structure. On a parlé d'horizontalité, etc. Mais ça, c'est vrai mais pour les cadres, il y a un besoin de structure qui les protège, qui leur permettent d'envisager l'avenir. Et là, il y a quand même, excusez-moi, mais les outils de relations solides, robustes entre l'État et des délégataires de services publics, en tout cas le tissu associatif qui a énormément cru pour répondre aux besoins et aux vulnérabilités de la société, à mon avis, aujourd'hui ne sont pas au niveau. Ça suppose qu'il y ait des propositions, et je crois que le secteur est en capacité de faire des propositions fortes, structurelles, statutaires. Madame, vous avez eu un parcours remarquable, je trouve que c'est excellent le parcours que vous avez eu, mais vous avez pu l'avoir parce que vous aviez un statut qui vous a permis une certaine liberté. Et quand on a un statut qui est protecteur, on peut se permettre une liberté que ceux qui ne sont pas protégés ne peuvent pas se permettre. Et je crois que ce que vous dites souligne bien les fragilités structurelles du secteur, notamment que les relations entre les secteurs associatifs et l'État soient strictement budgétaires, n'est pas au niveau. C'est pas au niveau des enjeux fonciers, c'est pas au niveau de la formation des cadres. Il faut passer, excusez-moi, je vais être un peu technique, mais il faut passer d'une vision budgétaire à une vision en bilan. Alors attendez, c'était pas exactement l'objection qui était faite. C'est comme ça qu'on répond. Mais sur la culture, le changement de culture au sein. C'est un débat qui pourrait amener une mêlée en soi pendant 2 jours. Le débat de l'évolution de votre culture à travers, aujourd'hui, 2 cultures chez les cadres, entre ceux très opérationnels, mais qui sont restés dans l'humain, et ceux qui, au fond, sont un peu plus comptables. Je caricature madame sans doute, mais c'est ça que vous vouliez peut-être dire, et qui appliquent une forme de cynisme là-dedans. Et que ça modifierait complètement l'approche des nouvelles générations si on laisse cette culture aller. Je l'ai reçu comme ça, en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Daniel Goldberg ? D'abord, Cathy Lemoigne, que je connais, elle a raison de pointer aussi que ça touche cette question de l'attractivité. Pardon. Cette question de l'attractivité, elle touche tous les niveaux, j'allais dire, de responsabilité dans nos associations. 2, je ne sais pas s'il y a un changement de culture, mais là c'est pareil, le changement de culture, il doit être aussi le regard que l'on porte sur nous. Moi, je défends le fait que nos associations sont des entreprises. Et en regardant quelqu'un d'autre que je connais dans la salle qui a la paternité de cette phrase, comme les autres, nous sommes des entreprises, mais nous ne sommes pas des entreprises comme les autres. C'est Manuel Pellissier qui m'a dit cette phrase un jour. Nous sommes des entreprises, et donc des entreprises avec des questions RH, avec des entrées, avec des sorties, avec des sous-traitants, des entreprises particulières parce qu'elles agissent entre guillemets sur l'humain, et des entreprises particulières parce qu'on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi je dis ça ? Parce que
peut-être qu'il y a une question de statut aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire parfois pouvoir être confondu. Et j'ai été acteur associatif par ailleurs dans ma vie, je veux dire, en dehors de ce secteur social, médico-social et sanitaire, mais comme une association de quartier qui organise des matchs de football, et c'est très bien d'organiser des matchs de football dans les quartiers, mais vous voyez, il y a une différence avec des associations qui, Madame, vous le soulignez, qui mettent en œuvre les politiques publiques. Il y avait un point qu'on ne va pas rater, hein. Nexem travaille dessus avec l'expert qui s'est exprimé. On réglerait beaucoup de choses si vous étiez déjà digitalisés tous. Un mot peut-être sur... on peut en 2 clics candidater à l'OPCO? Non. C'est pas la solution technique qui pose problème. Je vais pas redire et je vais pas parler des cadres, même si j'aurais aimé le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais un constat. On est passé d'un chômage de masse à moins de chômage. Ça a 2 conséquences concrètes. C'est que, 1, vous êtes dans un secteur concurrentiel désormais, ce qui pose 2 conséquences. La première conséquence, c'est que le CDI n'est plus la voie royale. Il y a moins de risques. Donc, on optimise. On optimise quoi? On l'a dit, le salaire, l'organisation du travail. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut que nous, on vous aide et que le secteur prenne en charge ces questions et le CDI reviendra automatiquement dans le jeu dès lors qu'on aura traité ces questions. Ouais, c'est ça. Premier point. Deuxième point, vous êtes en concurrence entre vous puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc des solutions digitalisées qui mutualisent les efforts, c'est possible. La question, c'est qu'il faut que tout le monde se mette d'accord dans le secteur, parce que entre secteurs aussi, puisqu'il y a différentes branches dans le secteur, donc jusqu'où on mutualise les efforts pour mettre en place une solution commune, sachant que le recrutement est un peu la clé de la concurrence pour tous les acteurs privés et les associations également. Donc à un moment donné, se heurte cette volonté de faire un outil commun, les bénéfices de chacun. Mais en tous les cas, les solutions techniques existent, nous on va les pousser, on les expérimente, en tous les cas on a des moyens mutualisés entre branches parce que je pense que le secteur au global du médico-social doit se retrouver au moins pour développer des outils qui facilitent le recrutement. Margot, je vais vous poser une question indiscrète. Vous avez été recruté par le digital, vous avez pu déposer votre CV par le digital, ça a joué vous avez cherché des infos, le digital a joué un rôle dans votre intérêt pour le métier et le recrutement? Non, je suis désolée, malheureusement, mais par le réseau. J'avais déjà eu une expérience en tant que stagiaire. Vous voulez dire les contacts, les camarades. J'avais déjà été stagiaire dans cette structure, donc ça a aidé, forcément. Bon, on se connaissait déjà, quoi. Et si on pouvait être recruté par un clic, ça irait, je caricature. Oui. Bah, du coup, dans cette phase-là de recherche, j'étais beaucoup sur LinkedIn, pour n'en citer qu'un. Et vous n'avez pas regretté de ne pas pouvoir, au fond, déposer une demande, déposer un CV sur un certain nombre de structures? J'ai du mal, quand c'est digitalisé, c'est compliqué de savoir si vraiment ça fonctionne, si vraiment ça passe pas à la trappe avec d'autres milliers d'infos. Je ne suis pas habituée encore à candidater de cette façon-là, en tout cas. Vous venez de fournir à nouveau des critères d'entrée de l'évolution de son projet au monsieur qui a pris la parole le premier. Je voudrais qu'on remercie les oratrices et les orateurs de cette table ronde. Donc j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle a apporté des éléments de réflexion à défaut de solutions au problème de l'attractivité. Merci à toutes et à tous. Demain matin, 9h30, la plénière démarre ici à 9h30 demain matin. Bonne soirée à tous pour la mêlée. À demain.